Voilà, on va cette fois-ci parler de l'accord qui devra être signé ce 4 décembre 2025. Un accord tant attendu par beaucoup de Congolais, l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Que devons-nous attendre de cet accord? Est-ce la cessation des hostilités ou encore la continuité de l'hypocrisie de la communauté internationale? Pour en parler, nous recevons pour vous Rodrigue Elekeleme. Bienvenue. Merci beaucoup, cher David. Voilà. Alors, vous êtes là, vous êtes juriste, vous êtes aussi analyste politique des questions liées certainement aux accords. Enfin, on va signer demain. Enfin. Ouais. C'est insatisfaisant déjà pour les Congolais ou ils doivent encore attendre? Moi, je dirais plutôt la signature de demain s'inscrit dans le cadre de la symbolique. Pourquoi je parle de la symbolique? Parce que cet accord a déjà été signé. Il sera plutôt entériné, comme l'avait dit le président de la République. Donc, en date du 27 juin, le ministre des Affaires étrangères, la RDC et du Rwanda ont signé devant le ministre et le secrétaire d'État américain l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC sous les auspices des États-Unis. Alors, comme cela avait été annoncé déjà dès le 27 juin, après plusieurs tentatives ou rendez-vous manqués, finalement, les chefs d'État ont effectué les déplacements pour les États-Unis pour entériner ce qui avait déjà été signé. Et demain aussi, ils vont entériner, entre guillemets, l'accord sur le cadre d'intégration économique entre le Rwanda et les États-Unis, plutôt le Rwanda et la RDC, sous la médiation des États-Unis. Ce qui est dans le cheminement, la suite normale des engagements mutuels que les deux parties avaient pris dans le premier accord. Alors, vous aviez lu un peu cet accord. Qui sort gagnant, qui sort perdant entre les deux parties, la RDC, le Rwanda? Alors, ou les médiateurs américains, peut-être? Pour parler du gagnant ou du perdant dans cet accord, je pense qu'il sera important de parcourir les grandes lignes de l'accord. Parce que c'est juste en épluchant ce qui est contenu dans cet accord que nous pourrions nous faire une idée sur la partie qui sort gagnante dans la signature de cet accord. Mais qu'à cela ne tienne, je n'aimerais pas que nous puissions nous éterniser sur la question de qui est gagnant ou qui est perdant, même si on va dans les lignes, quand on va parcourir les différentes clauses de cet accord, nous faire une idée sur la partie qui a eu la plus grosse part. Mais néanmoins, la chose la plus importante et que nos compatriotes qui sont en train de nous suivre devaient retenir, c'est que quand on est en guerre pour un pays comme le nôtre, dont une grande partie de la population, et particulièrement celle de l'Est, est en train de souffrir sous les coups de balles, n'est pas en paix. Toutes les initiatives de paix doivent être louées. Toutes les initiatives de paix doivent être soutenues. Mais quand nous allons embrasser, quand nous allons mettre en pratique ces initiatives de paix, nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi. Nous ne pouvons pas, par exemple, accepter au prix de notre souveraineté. Nous pouvons accepter une paix raisonnable, une paix durable pour le bien-être des populations congolaises. Mais qu'à cela ne tienne, ici on peut parcourir les grandes lignes de cet accord. Vous vous rappellerez qu'en le 27 juin de cette année, les grandes lignes de cet accord qui ont été signées, la première partie c'était sur le respect de l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale, on voyait l'intégrité territoriale du Congo et l'intégrité territoriale du Rwanda. Mais comme nous le savons, c'est l'intégrité territoriale du Congo qui actuellement est mis en tout cas a de problèmes en fait, qui en pâtit. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs groupes armés qui sont en train d'opérer sur notre territoire, sur notre sol, et particulièrement l'AFC M23, dont plusieurs rapports établis qu'ils sont soutenus par le Rwanda. Maintenant, quand on lit cet accord, la première clause parle du respect de l'intégrité territoriale et quand on parle du respect de l'intégrité territoriale pour la RDC, on dit que cela passe par la mise en œuvre du CONOPS. Le CONOPS qui veut dire que la RDC a des obligations, le Rwanda en a également.
La première obligation de la RDC pour que la paix revienne de manière, je dirais, permanente, c'est que la RDC doit d'abord neutraliser les FDLR, ce qui implique qu'il faut d'abord les retrouver et puis les neutraliser. Et au même moment que la RDC est en train de neutraliser les FDLR, le Rwanda devra lever ce mesure de défense. Parce que pour le Rwanda, il n'y a pas d'agression. Pour le Rwanda, il n'attaque pas le Congo, mais plutôt il met en place des mesures défensives pour protéger son intégrité territoriale. Alors, le Rwanda estime que son intégrité territoriale est menacée par les FDLR. Pour que les mesures de sécurité qu'il a mises en place, il puisse le lever, il faut que la RDC puisse prendre des mesures en neutralisant les FDLR. Et cette obligation, je dirais synalagmatique, qui engage les deux parties, ces obligations synalagmatiques, sont répétées à 2 reprises. Je pense même deux alinéas de cette clause qui en parlent. Le premier alinéa qui parle de l'intégrité territoriale de la RDC parle de cette obligation synalagmatique. Le deuxième alinéa qui parle également de l'intégrité territoriale du Rwanda parle également de ces obligations synalagmatiques. Donc ce qui veut dire, c'est à la RDC que revient d'abord la charge. Donc demain, quand le président Tshisekedi va signer, pour que nous puissions prétendre dire au Rwanda qu'il est en train de violer l'accord, il faudrait que nous puissions être en mesure de démontrer que nous avions neutralisé les FDLR pour que le Rwanda puisse lever ces mesures. Donc c'est conditionnel tout ça? Absolument, c'est tout à fait conditionnel. Donc ce n'est pas beaucoup plus automatique? Non, il n'y a rien d'automatisme. Et ce qui est encore un peu plus alarmant, c'est le fait qu'il est établi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La résolution du Conseil de sécurité l'a clairement établi. Le Rwanda a des militaires en RDC. Le Rwanda est en train de soutenir un groupe armé, une force négative, les M23 et l'AFC. L'AFC est en train d'occuper des grandes provinces de notre pays. Et c'est nous qui sommes agressés en réalité. C'est nous qui sommes en guerre, même si on n'est pas officiellement en guerre, mais on est des faits, on est en guerre. Et c'est en principe, nous qui devrions exiger du Rwanda de se retirer, comme le disait d'ailleurs la résolution du Conseil de sécurité. Moi, j'aurais aimé que les dispositions, les clauses, les résolutions plutôt de la résolution, permettez la redondance, du Conseil de sécurité puissent être reprises dans cet accord. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Alors, ce qui veut dire que le Rwanda, son narratif ou sa rhétorique qu'il a toujours mis en avant, et qu'il a toujours mis en avant depuis les débuts, c'est que moi, je n'attaque pas la RDC, mais plutôt je me défends. Parce que la RDC est en train d'héberger des forces négatives. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est de l'hypocrisie? C'est du dilatoire, cet accord. D'autant plus qu'aujourd'hui, le Rwanda demande à ce qu'on puisse neutraliser les FDLR sur des zones occupées par ces supplétifs, Nord et Sud Kivu. C'est là qui devrait certainement continuer à sous d'autres cieux, ça peut être vu comme un dilatoire, comme des manœuvres mises en place par le Rwanda pour gagner le temps, parce que de toutes les façons, plus on en est là où on est actuellement, plus il y a des minéraux qui sont en train de sortir dans le nord et sud Kivu, et on sait quelle direction ces minéraux prennent et qui en bénéficient. Pas sûrement le Congo, c'est évidemment le Rwanda. Alors, le temps est en faveur du Rwanda, c'est pas en faveur de la RDC. Cependant, je pense que le gouvernement peut également stratégiquement jouer avec le temps. Comment? En prenant des mesures qui nous permettent finalement de mettre terme à cette guerre de manière définitive. Je ne pense pas que cet accord nous permettra de revenir à la paix de manière définitive. Par contre, oui, cet accord pose de bases qui peuvent être utilisées de manière stratégique, notamment par notre gouvernement, qui, entre guillemets, jouant les jeux du Rwanda, gagne en temps, mais en s'organisant. Parce que la guerre, un adage célèbre le dit, qui veut la paix prépare la guerre. La guerre ne se gagne que lorsqu'on est militairement fort. C'est vrai,
l'autre partie de cet accord veut que nous puissions collaborer avec le Rwanda, que nous développions des relations économiques très poussées qui feront en sorte qu'il y ait une sorte de climat de confiance entre les deux pays et que nous réduisions les chances plutôt d'agression mutuelle. On l'a vu notamment avec l'Allemagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des relations économiques qui ont été développées entre l'Allemagne et les autres pays qui jadis étaient opposés à l'Allemagne, notamment la France, la Belgique, les alliés contre l'Allemagne. Aujourd'hui, les relations économiques ont fait en sorte que l'Allemagne est devenue partenaire privilégié des pays contre lesquels l'Allemagne se battait avant. Donc nous pouvons l'utiliser d'une part en essayant de renforcer les liens économiques avec les Rwandais pour réduire cette envie-là de nous agresser et de toujours venir prendre ce qui nous appartient pour le développement économique du Rwanda, mais dire finalement nous pouvons nous développer mutuellement en travaillant ensemble. Vous avez, comme l'a dit d'ailleurs, je n'invente rien, comme l'a dit l'accord cadre d'intégration économique, vous avez un système, vous avez des infrastructures, nous avons deux minéraux, nous pouvons travailler ensemble pour développer ces minéraux, pour développer la chaîne des valeurs et donner de la valeur à ces minéraux et que lorsqu'ils seront exportés, nous puissions nous tous nous retrouver dans ces deals. Ça, c'est une approche. La deuxième approche, ou l'autre côté, c'est que nous devons travailler sur l'armée. J'ai apprécié que le budget actuel, finalement, de l'armée soit revu à la hausse, ce qui est une bonne chose. Oui. Mais on ne doit pas se limiter à cela. C'est vrai, c'est une bonne chose d'avoir des bons chiffres, mais c'est mieux d'investir de manière sérieuse et de manière, je dirais, efficiente dans la construction de l'armée. Parce que c'est seulement une armée dissuasive, une armée létale qui nous permettra de dissuader toutes les envies belliqueuses des pays qui voudront nous agresser. Parce que qui dit, si aujourd'hui nous mettons fin à cette guerre avec le Rwanda, que demain il n'y aura pas un autre pays qui va s'aventurer pour venir nous s'aimer la terre dans notre pays. Qu'est-ce qui justifierait le déplacement de toutes ces autorités-là? Vous voyez l'émir du Qatar, le président kényan, le président burundais, le président togolais, et tout ça. Alors qu'en soi, lorsque vous regardez, ça risque d'être du bluff, du cosmétique. Parce qu'il y a beaucoup plus de préalables. Il faut la neutralisation d'FDLR. Après une neutralisation d'FDLR, c'est alors que le Rwanda pourrait enlever ses mesures défensives. Et puis, il faut aussi qu'il y ait un accord en interne entre la RDC et la FCM23. C'est alors que maintenant, on pourra envisager l'exploitation de nos minéraux entre le Rwanda, les États-Unis. En fait, c'est un peu ce qui rend cet accord, je dirais, atypique. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes engagés dans deux processus. Le processus de Doha, qui a été achevé, bientôt ça sera le processus de Lomé, parce que Doha a passé les bâtons au Togo, le Qatar a passé les bâtons au Togo, donc on va continuer les discussions avec la FCM23 à Lomé. Et au niveau de Washington, le processus est avec le Rwanda. Le Rwanda qui est considéré comme le parrain du M23. Mais comme je le disais, cet accord ne va pas mettre fin Donc c'est sur les bouts d'inachevé qu'on est en train de signer cet accord. Absolument. Inachevé parce qu'au niveau de Doha, rien n'a été là. C'est vrai, il y a quelques avancées, mais un peu timides. Mais à la fin de la journée, si on veut avoir une paix définitive, comme je l'ai dit, nous devons travailler sur notre armée. C'est vrai, avec la FCM23, il faudrait également finaliser avec les négociations pour que cette guerre prenne fin. Qu'est-ce que les Rwandais a fait? C'est pour même revenir à votre première question. Tous les rapports ont établi que les Rwandais soutiennent les M23 et la FC. Mais le Rwanda s'est distancé, de manière officielle, s'est distancé de la FCM23. Il dit, moi, ma présence militaire en RDC se justifie par les FDLR. Nous le savons, la FCM23 n'est pas en RDC pour combattre les FDLR. La FCM23 est en RDC pour combattre le régime du président Tshisekedi. C'est clair, c'est pas un secret. Or, c'est le Rwanda qui est en train de soutenir la FCM23 et c'est ce qui est déplorable dans cet accord. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit, travaillons sur ces aspects. Quand on gagne en temps,
c'est pas en restant bras croisés, c'est pas en espérant que le Rwanda, aujourd'hui, par une baguette magique, va changer son approche directement envers la RDC et dire que finalement, je soutiendrai plus la FCM 23, je ne mènerai plus de guerre en RDC et j'accepte d'exécuter ce partenariat économique, etc. Est-ce qu'on n'est pas bluffé aujourd'hui? Parce que dès lors qu'on signe, quand on est en train de signer, sur terrain, il y a les crépitements des balles. Sur terrain, les hostilités continuent. Mais nous, on est en train de signer. Est-ce qu'on signe des bonnes foi ou on signe l'arme au niveau de la tête? Je vais vous présenter juste les faits et peut-être les faits vont répondre d'eux-mêmes à cette question. Notre gouvernement, le président de la République, nos représentants, nos gouvernants, de manière générale, ils ont dit qu'on avait des lignes rouges à ne pas franchir. Et même, je le rappelle, le ministre de la Communication l'avait dit qu'on ne pouvait pas aller à Washington aussi longtemps que le Rwanda avec ses forces en RDC. Nous sommes à Washington, les forces rwandaises sont encore en RDC. Nous avions dit que la souveraineté congolaise ne sera pas discutée, les brassages. Et pourtant, dans cet accord, on parle entre guillemets, du brassage. C'est vrai avec d'autres termes, mais c'est en réalité le brassage, parce que ce sont les groupes armés non étatiques qui devront être désengagés et démobilisés. Mais les groupes armés non étatiques, le plus grand groupe armé non étatique qu'on a maintenant, c'est la FCM 23. Quand il sera désarmé, désengagé, démobilisé, où iront-ils? Où iront-ils? Vont-ils rejoindre? Et même quand vous lisez la déclaration de principe de Doha du 19 juillet, elle est claire là-dessus. Donc, il y aura, entre guillemets, cette démobilisation, ce désengagement, et après, ils vont faire partie de notre armée. C'est vrai, le gouvernement a ses exigences. N'entend pas de cette oreille, là. Le gouvernement n'entend pas de cette oreille. Le gouvernement a déjà tracé ses lignes rouges. Mais il y a une différence entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Alors, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Est-ce que nous allons implémenter, nous allons appliquer un accord verbal ou bien nous allons appliquer ce que nous signons? Ce qui est dit n'est pas conforme avec ce qui est écrit. Quand on lit les accords, ces accords sont écrits en français. Quand on les lit et quand on écoute ce qui est dit, mais c'est les jours et la nuit. Alors, nous allons nous en tenir à ce qui est écrit, à ce à quoi le gouvernement s'engage, parce que il faut le dire à la population congolaise. Le président de la République représente le peuple congolais. Il a été élu pour nous représenter et il engage la République. L'accord qu'il va signer demain va engager toute la République. Et à quoi nous sommes engagés? Nous sommes engagés à dire, OK, le Rwanda, nous allons neutraliser les LR. Après, vous allez lever vos mesures défensives. Le Rwanda, nous allons travailler dans le cadre d'un accord d'intégration économique dans lequel nous allons gérer ensemble nos parcs nationaux, dans lequel nous allons travailler ensemble dans le développement de la chaîne des valeurs minières, dans lequel nous allons travailler ensemble pour tisser les liens économiques. Donc, c'est en réalité ce qui va être signé demain, et particulièrement les volets économiques, parce que c'est ce qui intéresse les États-Unis d'Amérique. Ils sont intéressés par nos minéraux, et pour extraire ces minéraux, ils ont dit, OK, vous allez travailler ensemble avec le Rwanda, les minéraux seront extraits de la RDC, ils seront transformés au Rwanda et seront vendus aux États-Unis. C'est en réalité ça l'accord cadre d'intégration économique, et c'est ce qui sera signé demain. Voilà, ce qui sera signé demain, nous espérons que les choses peuvent aller dans un sens tout à fait positif. On l'espère. On l'espère bien. Merci beaucoup, M. Rodrigue, surtout pour vos analyses pertinentes à la veille de la signature de cet accord dit historique. Nous attendons certainement les retombées de cet accord. Merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis et surtout de votre attention soutenue. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. Ça sera la grande édition de Christopher Uchuku. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa, 7h de moi. Ça sera au niveau de Washington. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.